Deux pays, deux coups d'État, une même trajectoire. Le Mali en 2020, le Burkina Faso en 2022. Dans les deux cas, une junte militaire arrive au pouvoir, rompt avec ses partenaires occidentaux traditionnels et se tourne vers Moscou. Ce que cette relation a produit officiellement, permis minier, accord nucléaire, coopération militaire, est documenté. Ce qu'elle cache, les termes réels des contrats sécuritaires, le rôle des services de renseignement, les montants exacts restent largement invisibles. C'est cette zone d'ombre que cette vidéo va explorer. Pour comprendre pourquoi Moscou a pu s'installer aussi vite dans ces deux pays, il faut d'abord regarder ce qui s'y passait juste avant son arrivée. Au Mali, le coup d'État de 2020 renverse le pouvoir civil. 2 ans plus tard, en 2022, le Burkina Faso connaît à son tour deux putschs successifs, le second porté par le capitaine Ibrahim Traoré. Dans les deux pays, le contexte est similaire. Une insurrection djihadiste qui dure depuis plus d'une décennie, un sentiment d'échec des partenariats militaires occidentaux et des juntes qui décident d'écarter leurs partenaires traditionnels. C'est ce vide, laissé par le départ des partenaires occidentaux, que la Russie va combler. Ce que propose Moscou n'est pas improvisé. Le mécanisme sécurité contre accès aux ressources a déjà été testé en Centrafrique et au Soudan dès 2017 à 2018. La Russie répond aux besoins sécuritaires des régimes militaires et obtient en retour des concessions minières et des contrats d'approvisionnement en minerais avantageux sur le long terme. Au Burkina Faso, dès décembre 2023, des paramilitaires s'installent à la base de Lumbila, au nord-est de Ouagadougou. Au Mali, la présence russe se densifie. En décembre 2024, le ministère russe de la Défense y déploie 1000 hommes d'Africa Corps, alors que 1500 combattants de Wagner sont déjà présents dans le pays. 6 mois plus tard, le 6 juin 2025, Wagner annonce officiellement son retrait après avoir complété sa mission. Africa Corps devient alors la seule force russe présente au Mali. Derrière cette présence militaire grandissante, une deuxième histoire se construit en parallèle, celle des contrats économiques signés étape par étape au fil des mêmes années. Voici ce que l'on peut reconstituer étape par étape à partir des annonces officielles. Décembre 2022, un premier permis minier est accordé à la société russe Nordgold sur le site de Yimyougou au Burkina Faso. Décembre 2023, premier paramilitaire russe à Lumbila, Burkina Faso. Janvier 2024. Ouagadougou annonce la signature d'une série d'accords de coopération avec la Russie, sécurité, défense, humanitaire, énergie, nucléaire, sans que le détail de chaque texte soit publié. Décembre 2024. Déploiement de 1000 hommes d'Africa Corps au Mali, aux côtés des 1500 Wagnériens déjà présents. Avril 2025. Second permis minier accordé à Nordgold sur le site de New au Burkina Faso, production attendue de plus de 20,2 tonnes d'or en 8 ans, chiffre rendu public par le gouvernement lui-même. Mai 2025, le président Ibrahim Traoré se rend à Moscou et rencontre Vladimir Poutine. 19 juin 2025, à Saint-Pétersbourg, en marge du Forum économique international. Signature d'un accord intergouvernemental pour une centrale nucléaire civile entre le ministre burkinabé de l'énergie et le directeur général de Rosatom. 6 juin 2025, retrait officiel de Wagner du Mali. 30 juillet 2025, création d'une commission mixte intergouvernementale Burkina-Russie pour piloter le suivi des projets stratégiques. Ce qui frappe dans cette chronologie, les contrats économiques et énergétiques suivent un calendrier officiel précis, avec date, signataires et chiffres publiés. Les accords sécuritaires qui les entourent, eux, ne suivent aucune procédure de publication comparable. Si les contrats miniers et les coûts commencent à être documentés,
un pan entier de cette relation reste, lui, invisible par nature, celui du renseignement et de l'influence politique. Et c'est justement sur ce terrain qu'une fuite exceptionnelle va, en 2025, lever un coin du voile. Octobre 2025. La rédactrice en chef du média panafricain The Continent reçoit un email anonyme. À l'intérieur, 1430 et une page de documents internes russes, authentifiés ensuite par un consortium regroupant Forbidden Stories, All Eyes on Wagner, Dossier Center, Open Democracy et iStories. Les documents comptables donnent des chiffres. Environ 7,3 millions de dollars auraient été consacrés aux opérations d'influence entre janvier et octobre 2024, soit environ 750 000 dollars par mois, répartis entre plus de 30 pays. La Centrafrique est le pays où les dépenses sont les plus élevées sur cette période, suivi du Mali puis de l'Afrique du Sud. Le réseau emploie près d'une centaine de consultants en communication politique et réseaux sociaux basés à Saint-Pétersbourg. Leur mission comprend notamment des activités de propagande, mais ne s'y limite pas. Au Mali, le SVR est également chargé de recueillir des renseignements sur les plans militaires et politiques de la France et des États-Unis, ainsi que d'apporter un soutien diplomatique au projet de création d'unités locales. Ces 4 zones d'ombre, mises bout à bout, dessinent en creux le vrai sujet de cette vidéo. Ce contraste est le cœur du sujet, d'un côté des contrats miniers et énergétiques signés en public, avec dates, chiffres et cérémonies officielles. De l'autre, des accords sécuritaires et des réseaux d'influence qui ne sortent de l'ombre que par des fuites, des enquêtes journalistiques ou des accusations non tranchées. Cette asymétrie entre transparence économique et opacité sécuritaire n'est pas propre à la Russie, mais dans ce contexte, elle façonne durablement l'avenir politique du Sahel.